C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du Gloomy Club. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Valentine, une jeune femme qui a lutté pendant des années pour comprendre la source de ses maux de ventre, de sa fatigue persistante et de ses maux de tête. Elle a traversé plusieurs années d'incertitude médicale avant de découvrir le diagnostic de la maladie cœliaque en 2020. Vous vous souvenez peut-être de votre propre périple à la recherche de réponses médicales, ou peut-être vous identifiez-vous à Valentine dans sa quête de vérité sur sa santé. Lors de son premier rendez-vous avec un gastro-entérologue, Valentine a été découragée, car ses symptômes étaient attribués au stress. Pourtant, quelque chose en elle lui disait que c'était plus que ça. Armée de persévérance, Valentine est retournée consulter son gastro-entérologue. Et cette fois-ci, les résultats de sa prise de sang sont revenus positifs pour les anticorps de la maladie cœliaque. La découverte de ce diagnostic a été un tournant dans sa vie. Mais Valentine ne s'est pas contentée de prendre son diagnostic comme une sentence. Elle s'est plongée dans la recherche d'informations sur la maladie, fouillant les blogs, les comptes Instagram et le site de l'association Avdiag, pour trouver des réponses à ces questions et surtout des recettes pour une nouvelle alimentation sans gluten. Plus encore, Valentine a décidé de transformer cette épreuve en opportunité. Elle a entrepris un parcours de pâtisserie pour se professionnaliser, donnant naissance à son entreprise L'Atelier du Gâteau, spécialisée dans les pâtisseries et les biscuits 100% sans gluten. Vous pouvez commander ces délicieuses créations via son site internet et son compte Instagram, idéal si vous vous trouvez dans la région orléanaise. Au cours de cet épisode, Valentine nous emmènera dans les coulisses de son entreprise, partageant son expérience de la recherche de partenaires pour les farines, les investissements nécessaires, comment se lancer sur les marchés pour vendre ses produits et les règles d'hygiène essentielles pour une pâtisserie sans gluten. La maladie cœliaque peut représenter un défi, mais Valentine nous montre comment elle a su transformer ces défis en opportunités, offrant un aperçu précieux pour tous ceux qui cherchent à créer leur propre chemin dans le monde de la pâtisserie sans gluten. Alors préparez-vous à vous inspirer et à découvrir l'univers sans gluten de Valentine dans cet épisode du Gloomy Club. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour Valentine, bienvenue sur le Gloomy Club. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, qu'on puisse aborder ton parcours et du coup tout ce que tu as pu mettre en place. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ton diagnostic et comment tu as découvert que tu étais atteinte de la maladie cœliaque ? Oui, alors j'ai été atteinte de la maladie cœliaque en 2020. Enfin, le diagnostic en tout cas a été apposé en 2020. J'ai été malade depuis mon enfance, donc c'est quelque chose quand même qui date. Et en fait, les médecins ont mis beaucoup de temps avant de trouver ce que c'était. Donc depuis toute petite, j'avais des maux de ventre, j'avais beaucoup de fatigue, je faisais de l'anémie. Ouais. Donc voilà, ils ont pu enfin poser un diagnostic et les symptômes correspondaient du coup à cette maladie. Ok. Et justement, toi, c'était quels symptômes que tu as eu au quotidien depuis que tu étais petite ? Alors c'était surtout des maux de ventre, vraiment au niveau du ventre, des crampes abdominales. J'étais très fatiguée, tout le temps très fatiguée, mal à la tête aussi également. Donc voilà. Ouais. Et justement, tu avais ces symptômes depuis que tu étais petite et tu as eu le diagnostic en 2020, donc je sais pas approximativement quel âge tu avais, mais du coup, tu as vécu longtemps avec ces symptômes avant qu'on puisse te poser le diagnostic. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai vécu, alors les médecins ne savent pas dire quand exactement, depuis quand j'ai cette maladie, mais je dirais que j'ai dû vivre, on va dire, 10-15 ans sans le savoir. Et c'est vrai que voilà, j'ai mis beaucoup de choses, enfin j'ai fait beaucoup de choses pour essayer
d'effacer un peu ces symptômes. Donc voilà, les médecins me disaient de faire plus de sport, de manger ci, de manger ça. Ils mettaient ça aussi un peu sur le compte du stress et les médicaments n'y faisaient rien. Enfin voilà, j'ai un peu tout essayé et puis c'était seulement du coup les derniers mois avant d'avoir le diagnostic. Là, les symptômes sont vraiment devenus de plus en plus intenses et plus en Ouais. plus forts. Et on m'a orientée du coup vers une gastro-entérologue qui m'a fait faire les tests. Et avant, t'avais jamais vu de gastro-entérologue malgré tes problèmes de ventre? Non, Ouais. jamais, jamais. J'ai toujours vu des médecins généralistes Mmh. et c'est vrai que c'est seulement mon dernier médecin qui m'a orientée vers un gastro-entérologue. Jamais avant on m'avait orientée vers un spécialiste. OK. Et du coup, toi, quand tu as vu ton gastro-entérologue, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il a repris l'ensemble de tes symptômes? Et après, tu as fait des examens, c'est ça? Alors, le premier rendez-vous, j'étais assez, assez déçue en ressortant, parce que j'ai pas été prise au sérieux. Je lui ai expliqué, voilà, tous mes symptômes et puis, elle a mis ça un peu sur le compte, de l'intestin irritable, voilà, que c'était aussi un peu dans ma tête. Donc je suis ressortie du premier rendez-vous avec une liste de médicaments, longue comme le bras. Heu, je savais d'avance que ça allait rien changer et puis 2 mois après, du coup, j'y suis retournée en lui disant que voilà, j'a ça n'allait toujours pas mieux et puis, du coup, là, elle a décidé de faire, une prise de sang et du coup, avec les tests de la maladie cœliaque, où là, les anticorps sont apparus et j'explosais le score, donc il y avait pas trop de doute là-dessus. C'est ça. Donc après, c'était, gastroscopie pour confirmer le diagnostic et ensuite, du coup, arrêt, total du gluten, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dû passer une fibroscopie pour apposer le diagnostic et puis, alors elle m'avait laissé un peu continuer à de manger du gluten le temps de passer l'examen et puis, moi-même aussi, je me suis gardée quelques semaines, histoire de me faire à l'idée parce que c'est vrai que quand, j'ai reçu le diagnostic, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas du tout que mes problèmes venaient, de l'alimentation en fait, de ce que Mmh. je mangeais. Et quand elle t'a parlé, quand elle t'a dit que tu étais positive justement aux anticorps de la maladie cœliaque et elle t'a forcément annoncé que tu allais arrêter le gluten, est-ce que déjà tu savais ce que c'était le gluten ou pas? Et bah, pas vraiment. C'est Ouais. vrai que ça On peut est beaucoup paraître dans ce fou. cas-là. Ouais, c'est vrai que maintenant, je me dis: «Ça paraît fou», mais non, non, à l'époque, alors j'en avais déjà entendu parler, mais voilà, on entendait des régimes sans gluten, mais jamais je m'étais dit: «Tiens, ça peut être ça» et puis je savais même pas trop dans quel type d'aliments, pardon, on pouvait le retrouver. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé après la liste, des aliments que je pouvais plus manger, au début, c'était un peu la descente aux enfers. Et une fois que tu as fait ta fibroscopie et que, du coup, le diagnostic était posé, elle t'a conseillé de voir, un médecin nutritionniste, un ou une diététicienne ou autre? Je ne crois pas. C'est vrai que j'ai pas été très, très bien accompagnée, pour, l'après, on va dire, pour le suivi. C'était un peu, voilà, je vous donne un document, qui récapitule ce que vous pouvez manger, ce que vous pouvez pas manger. Elle m'a donné, voilà, le nom de l'association, de l'AFDIAG et puis après c'était un peu, débrouillez-vous. Donc internet a été mon meilleur ami à ce moment-là. Donc heureusement qu'il y a plein de blogs maintenant, de sites internet, sans gluten, Because Gus, et puis, Labdia qui, permettent d'expliquer. En tout cas, c'est pas grâce à ma gastro-entérologue que vraiment j'ai compris tout ce qui se passait et alors après effectivement pour, le diététicien ou nutritionniste, j'ai vu que c'était bien parfois de se faire accompagner, mais, j'ai jamais finalement pris le temps ou eu l'envie de le faire. Au début, je pensais que ça pouvait être intéressant et puis, en fait, j'avais peur d'être déçue, je pense encore une fois, que de pas tomber peut-être sur la bonne personne. Je pense que c'est un peu la loterie donc,
j'ai pas osé tenter. Ouais, et puis comme tu as trouvé aussi peut-être les informations que tu souhaitais sur Internet pour le moment, donc c'était peut-être pas Oui, un voilà. choix, c'est ça. Ouais. Et toi, à partir du moment, enfin, avant que tu aies ton diagnostic, est-ce que justement l'ensemble de tes symptômes ont affecté ton quotidien, je sais pas, sortir avec tes amis ou autre? Alors, je dirais pas que ça m'ait, affectée dans mon quotidien. Enfin, en fait, c'était devenu une norme pour moi d'avoir mal au ventre, d'être toujours fatiguée. J'avais fini par me dire, «Bah, je suis comme ça et je dois vivre avec». Parce que j'avais pas d'autre solution à l'époque et je pensais vraiment que j'étais comme ça et qu'il y avait pas d'autre choix. Donc je pense pas que ça m'ait jamais empêché de faire quoi que ce soit, mais c'était fatigant. C'était fatigant et d'avoir tout le temps mal au ventre, c'était, en fait, en y repensant, maintenant que j'ai plus ces symptômes-là, je me dis: «Mais quel enfer, en fait, quel enfer». C'est ça, ouais. Et le fait que les médecins te disaient que c'était enfin, qu'ils mettaient ça un peu sur le dos du stress, est-ce que, toi, ta santé mentale, elle a peut-être été impactée au bout d'un moment? Parce que enfin, je sais que j'étais dans ce cas-là et il y a plein d'autres personnes aussi qui sont dans ce cas-là et on se dit à un moment: «Bah, est-ce que c'est moi, quoi?» Parce que, enfin, si tout le monde me dit que je suis pas malade, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions et c'est vrai que j'ai été amenée à me dire, c'est peut-être moi le problème». Hem, donc évidemment qu'on se remet en question. Évidemment que le stress a aussi joue un rôle sur la santé, mais je me sentais pas non plus, stressée au point d'avoir les symptômes que j'avais. Donc c'est un peu facile de mettre ça sur le compte, du stress parce que, voilà, les symptômes étaient là et je savais que c'était pas à cause, de ça. Mais c'est vrai qu'après, par contre, quand même, ma gastro-entérologue m'a conseillé d'aller voir une sophrologue pour, on va dire apprendre à mieux gérer, les crises de mal de ventre, les symptômes et gérer aussi un peu le stress par la respiration et ça, j'avoue que ça m'a quand même aidée par la suite. Non, c'est chouette. Et enfin, au moment où tu as eu ton diagnostic, je sais pas, tu étais étudiante ou tu étais déjà dans la vie professionnelle? J'étais déjà dans la vie professionnelle. Est-ce qu'il y avait des impacts justement sur ta vie pro au quotidien? Donc oui, dans mon ancien travail, il y avait pas de restaurant d'entreprise. Donc dans tous les cas, j'étais obligée d'apporter, mon repas. Donc la seule chose qui a changé, c'est que j'emmenais mes repas sans gluten. Après, c'est vrai que de temps en temps, avec mes collègues, on pouvait aller manger, au restaurant le midi et c'est vrai que là, du coup, le choix était assez limité. Donc ça m'arrivait de temps en temps de pas venir le midi. C'est ça. Je pense qu'on a tous été un peu dans cette situation. Et du coup, toi, quelle démarche tu as mis en place pour, bah, réapprendre à cuisiner et puis, bah, créer tes recettes sans gluten? Alors, c'est vrai que ça a été quand même un gros changement. J'ai dû faire, du tri dans mes placards déjà pour commencer, pour enlever tout ce qui était, avec gluten et puis, et bien acheter les farines sans gluten qui permettent quand même d'avoir des ingrédients de base pour, cuisiner et puis, ça s'est fait petit à petit. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est un peu insurmontable et puis au final, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'alternatives sans gluten qu'on trouve, dans les supermarchés, dans les magasins bio. Donc, on arrive toujours à finalement, ne pas se priver et à réaliser des recettes, très bonnes sans gluten. Oui, c'était quoi du coup tes plus gros défis? Est-ce que c'était parce qu'on parle beaucoup aussi des farines à mélanger, enfin, c'était quoi tes plus gros Ouais. défis toi justement à ce moment-là? Je pense que c'était ça le plus dur à appréhender, de comprendre, comment utiliser les farines, comment les mélanger parce qu'elles n'ont pas le même goût, elles ne font pas le même poids, elles n'absorbent pas autant, l'humidité, les unes, les autres. Donc voilà, c'était de comprendre les farines, de faire plein de tests, Mmh. et puis de finalement arriver à se dire: «Bah, voilà, telle farine, il faut que j'en mette à peu près un tiers, couplé avec une autre farine où j'en mets un petit peu moins» et cetera. OK. Mmh, donc c'est gros challenge, mais du coup, tu as passé un CAP pâtisserie
mais je crois que si je dis pas de bêtises, c'était un CAP pâtisserie où tu as cuisiné avec du gluten. Et donc après, c'était tout réapprendre en sans gluten. C'est bien ça? Exactement, c'est ça. C'est vrai que suite au diagnostic du coup de la maladie cœliaque, comme je disais, maintenant il y a plein d'alternatives pour manger sans gluten, mais au niveau des pâtisseries, c'est là où j'arrivais pas à retrouver les pâtisseries d'avant, si je peux dire. Donc j'ai commencé à refaire pas mal de recettes en sucré, et puis finalement j'ai eu envie d'en faire plus, et puis de me professionnaliser. Donc c'est à ce moment-là où j'ai eu envie de passer mon CAP et de faire une reconversion professionnelle. Et c'est vrai que lors du CAP, donc j'alternais entre stage en entreprise et cours à l'école, et toutes les recettes étaient avec gluten, il n'y avait que de la farine de blé. Et puis voilà, j'ai dû faire ça pendant 1 an, et ensuite effectivement retravailler toutes mes recettes en sans gluten. Et quand tu as cherché une entreprise pour faire tes stages, le fait que tu sois malade cœliaque, ça leur posait pas de problème? Alors, je l'ai pas forcément dit tout de suite. Je pense que ils avaient peut-être un peu peur. Enfin, en tout cas, je me mettais à leur place, et j'avais peur que ça mette un frein. Déjà que c'est pas évident de trouver une entreprise. Donc, c'est vrai que j'avais eu un premier entretien avec une pâtisserie où je leur ai pas forcément dit à ce moment-là. Et en gros, c'est une fois que j'ai su que j'étais prise, là, je leur ai dit. Comme ça, je me dis bon, ils peuvent plus revenir en arrière. Le contrat est signé, on peut rien faire. Je me dis bon, je me dois de leur dire, d'être honnête avec eux. Après, j'aurais dit que ça a changé en tous les cas rien au fait que je sois cœliaque ou pas. C'est juste que voilà. De toute façon, je suis là pour pâtisser, pas pour manger leurs produits. Donc, mais voilà, je devais quand même redoubler de vigilance. Et la farine, c'est très volatile, donc même d'en respirer, je faisais hyper attention. Ouais. Et donc, suite à ton CAP pâtisserie, tu as créé ton entreprise, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous parler justement? Oui, bien sûr. Alors, c'est tout récent, il y a quelques mois seulement, que j'ai du coup créé mon entreprise de pâtisserie spécialisée en sans gluten, qui s'appelle l'Atelier du Gâteau. Chouette. Donc, tu es basée à Orléans, c'est bien ça? Voilà, alors je suis juste à côté d'Orléans, et donc je propose des pâtisseries donc fraîches, mais aussi une gamme de biscuits qui sont entièrement sans gluten. Et donc ça marche sur un système de commande. Je fonctionne uniquement à la commande, donc les personnes peuvent aller directement sur mon site internet ou sur mon compte Insta pour passer commande, et ils viennent retirer directement au laboratoire de pâtisserie. Et je suis également sur quelques marchés dans la région. Ça marche. Donc, c'est seulement des personnes qui sont là dans la région d'Orléans qui peuvent, pour le moment en tout cas, se procurer tes gâteaux. Oui, c'est Moi, ça. j'étais curieuse de savoir justement comment ça se passe pour les marchés. Parce que c'est vrai qu'on voit pas mal justement de petits créateurs, pâtissiers, pâtissières, etc., qui font les marchés justement pour se faire connaître et pour vendre leurs produits. Mais du coup, comment ça se passe? Quelle démarche tu mets en place pour participer à un marché? Alors, c'est vrai que mon souhait, en tout cas pour commencer, c'était de viser des marchés locaux qui soient proches de ma ville, pour me faire connaître, et pour développer ma clientèle. Et donc je me suis rapprochée des mairies, en fait, tout simplement pour postuler à plusieurs marchés. Et puis ensuite, voilà, selon les places disponibles, c'est accordé ou non. Et puis OK. là, c'est des marchés qui sont assez récurrents, donc j'y vais toutes les semaines. OK. Donc c'est à toi après d'avoir l'ensemble du matériel, pour avoir ton présentoir et d'avoir l'ensemble de tes produits, à vendre, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Et donc quand tu as décidé de créer donc l'atelier du gâteau, il y a forcément dû avoir des investissements parce que tu dis que tu as un laboratoire. Comment ça s'est déroulé pour toi? Comment tu as créé tout ça?
Alors, effectivement, je travaille, depuis chez moi. En fait, j'ai aménagé une pièce, qui est dédiée à mon activité professionnelle. Donc j'ai un laboratoire de pâtisserie, qui fait, à peu près 15 m², qui est largement suffisant pour, travailler toute seule et effectivement, j'ai dû investir dans du matériel professionnel, donc un four, des frigos, congélateurs, des robots, tout ce qu'il faut finalement, comme dans une pâtisserie, on va dire, traditionnelle, sauf que là, je travaille depuis chez moi. Chouette. C'est un avantage quand même. Oui, comme ça, on se lève pas trop tôt le matin non plus. C'est ça. Et comment tu choisis tes ingrédients justement pour créer tes pâtisseries? Alors, j'ai fait un gros travail en amont pour, rechercher des fournisseurs, partenaires, notamment au niveau des farines, où ça a été le plus compliqué, de trouver des farines qui soient sans gluten, mais qui soient certifiées sans gluten. Parce que, j'essaye au maximum de travailler avec des ingrédients, qui soient le plus, comment dire? Accessibles et à la fois, local. J'essaie de me fournir au plus proche de chez moi. Donc c'est vrai que j'ai interrogé, des meuniers, de ma région qui pouvaient faire de la farine de sarrasin, par exemple, mais dans le même moulin, ils faisaient également de la farine de blé. Donc dans ces moments-là, c'était, voilà, bah, tant pis, j'élimine et puis j'ai agrandi mes recherches et finalement j'ai réussi à trouver, une entreprise qui fait uniquement des farines sans gluten et qui reste, en France et leurs farines sont certifiées par l'AFDIAC. Donc de ce Ah, c'est côté-là, chouette. il y a aucun problème. Ouais, au moins tu es tranquille et tu as pas de souci à te faire, de contamination ou quoi que ce soit. Tout à fait. Et est-ce que tu as des, j'ai envie de dire diplôme, mais c'est pas forcément diplôme, le mot exact, mais des, restrictions, sanitaires ou d'hygiène justement concernant le laboratoire ou dans le cadre de produits que tu vends? Alors, oui, dès qu'on travaille dans l'alimentaire, il y a des normes d'hygiène, à respecter, qui sont pas, propres au sans gluten ou le fait de travailler chez moi, les normes sont les mêmes pour, toutes les entreprises qui travaillent dans l'alimentaire. Donc effectivement, lors de l'installation et de l'aménagement du laboratoire, j'ai dû, prendre en compte, voilà, les normes telles que, avoir un carrelage au sol qui soit antidérapant, carreler les murs, avoir tout le matériel en inox, que tout soit facilement lavable, et Ouais. cetera. Ouais, c'est des gros sujets où là, on enfin, tu es obligé de les suivre pour la sécurité de tout le monde, quoi. Oui, c'est ça et c'est vrai que cette partie-là a pas été, forcément la plus, simple parce que, bah, moi j'étais, un peu toute seule, dans lancée dans ce projet-là et au niveau de la création du laboratoire, ben, j'ai tout fait toute seule donc j'ai dû me renseigner sur les normes, même au niveau de la hauteur des prises d'électricité, elles doivent se situer à un certain nombre de centimètres ou de mètres au niveau du sol donc voilà, il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. C'est ça, on est multitâche, quand on entreprend. Exactement. Est-ce que tu as des petits retours à nous partager justement de clients qui ont commandé, tes créations sans gluten? Oui. Alors pour le moment, j'ai eu que des bons retours donc Chouette. ça, c'est déjà une bonne chose. C'est encourageant. C'est ça. Mais on va dire que ce qui est étonnant, c'est que finalement, la plupart des gens qui me commandent des gâteaux n'ont pas de souci avec le gluten. OK. C'est-à-dire que ma clientèle n'est pas uniquement des personnes qui sont, intolérants, au gluten. Il y a des personnes, je sais pas, ça représente peut-être 80 de ma clientèle qui finalement me commande des gâteaux, alors qu'ils n'ont aucun souci avec, le gluten et les retours que j'ai, c'est que ça ne se sent absolument pas. Si la personne ne sait pas qu'elle est en train de manger un gâteau sans gluten, elle peut pas le deviner. Est-ce que toi, tu as des conseils justement à partager pour, d'autres personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque, qui aimeraient justement suivre cette voie un peu de l'entrepreneuriat dans la pâtisserie, où on sait que ça peut être compliqué, surtout quand, les diplômes sont encore basés sur, seulement la farine, de blé?
Oui, alors effectivement, ça peut être un frein, au début, mais c'est possible. Il faut le tenter, il faut oser. C'est vrai que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des professeurs et même mon maître de stage qui ont été, hyper compréhensifs, même si, toutes les préparations étaient à base de farine de blé. Hem, Finalement, voilà, j'étais pas obligée de les manger, parce qu'en fait, à la fin de chaque cours, tu peux, repartir avec ta production de la journée. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de fierté quand tu vois les croissants que tu as faits. Tu te dis: «Bah, ce serait dommage de pas les prendre». Donc, c'est vrai que je leur ramenais à chaque fois, chez moi et puis, bah, c'était, voilà, mon compagnon qui mangeait tout, après, voilà, j'amenais à mes anciens collègues. J'en faisais profiter un petit peu, autour de moi. Mais, tout ça pour dire qu'il faut, voilà, il faut tenter, c'est toujours possible. J'avais une petite appréhension avant de commencer le CAP, de peur d'être, malade et de pas réussir à tenir l'année. Alors je dis pas que ça a été, plus facile que ça, parce que j'étais malade quand même un petit peu, mais voilà, ça a été, quand même une expérience hyper enrichissante et puis, j'espère aussi que dans les années à venir, ça va changer un peu et que, voilà, le CAP va être un peu revu et remis au goût du jour avec, voilà, des nouvelles, façons de pâtisser, donc que ce soit le sans gluten ou même le vegan. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont, bah, au goût du jour et qu'il faudrait, qu'ils se mettent aussi un peu, à la page là-dessus. Ouais, tout à fait. On arrive à la dernière partie du podcast, donc j'ai 3 petites questions pour toi. Je voulais connaître ton plat préféré sans gluten. Alors, mon plat préféré sans gluten, je crois que c'est la pizza. Heu, Ça ça revient l'était beaucoup, ça avant. revient beaucoup. L'avantage avec la pizza, c'est qu'on peut mettre, plein de choses différentes dessus, on s'ennuie jamais C'est et ça, ouais. trop chouette. Ton restaurant préféré en sans gluten? Alors, j'aurais été tentée de dire, la fameuse justement pizzeria à Paris, Little Nona, mais je sais qu'elle est ressortie beaucoup sur les podcasts. Et depuis, j'ai investi dans un petit four à pizza, donc je fais mes propres pizzas sans gluten. Mais du coup, pour, le restaurant, alors ce serait pas vraiment un restaurant, c'est plus une boulangerie, sans gluten. J'ai vécu quelques années à Lille et en fait, j'allais acheter mon pain à la boulangerie Hog, donc OK, OG OG, et OK. il fait du super bon pain. Vraiment, ça a été une révélation, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de manger, du pain de supermarché, qui ressemble plus à du pain de mie que du vrai pain. Et là, franchement, il était super bon. Il faisait un pain à la farine de châtaigne qui était excellent, où vraiment tu as une vraie mie, une vraie, croûte, du pain et ouais, vraiment, s'il y a des personnes qui sont, dans le coin, je recommande. Trop chouette. Bah, écoute, je pense que ça fera des heureux à Lille. Ton compte Instagram préféré sur le sans gluten? Alors, je dirais alors il y en a plusieurs qui sont vraiment, très, 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 très bien faits, mais je dirais, le compte Instagram by Flora B. Alors je sais pas OK, si tu oui. connais? Hem, je suis pas sûre qu'elle soit, forcément cœliaque, mais en tout cas, elle fait beaucoup, beaucoup, de recettes sans gluten et qui sont, naturellement, sans gluten Oui, je et ça vois. reste des recettes qui sont hyper, faciles à réaliser et rapides. Un peu recette du quotidien, un peu Ouais, ça donne saine très et envie là, les images, on fera un test. On fera des tests de ces recettes. j'en ai déjà fait et en tout cas, c'est validé. Trop chouette. Et est-ce que tu avais un autre compte ou c'était justement Flora, que tu voulais recommander? Hem Bah, j'aimais beaucoup ce conte-là. Après, c'est vrai qu'il y en a d'autres, qui sont pas mal sortis dans d'autres podcasts, donc j'avais surtout envie de parler de celui-là, ça Ouais, changeait, un petit peu. c'est ça. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Valentine pour ton temps et de nous avoir partagé, ton parcours. Eh bien, merci à toi de m'avoir invitée, dans ton podcast.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you